Le truc qui m'a le plus changé dans la ménopause, c'est de plus avoir de rythme scolaire. Enfin, tu vois, j'associe ménopause à plus avoir d'enfants à la maison. Et c'est d'avoir perdu ce rythme qui, l'année dernière, pour moi, l'année dernière, c'était une torture. Je fais beaucoup d'ateliers dédiés à la santé de la femme, notamment pour expliquer la notion de cycle, les notions d'énergie. On n'a pas la même énergie selon les différentes périodes du cycle. Et puis, il y a des étapes qui sont fondamentales, comme les premières règles, comme la grossesse et comme la ménopause. Et là, j'ai senti quand c'était deux femmes que je touchais un truc. Les filles, si vous n'avez pas à la selle tous les jours, c'est un problème. Parce que vous encrassez votre côlon, parce que votre côlon, il touche vos ovaires et votre utérus, et vous faites pas l'amour si vous avez le côlon plein, quoi. C'est pas possible. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Alors, on commence ? Avec joie. Bonjour Constance. Bonjour Aude. Je suis ravie de t'avoir ici chez moi ce matin. C'est toi qui m'as contactée sur LinkedIn quand t'as vu un peu ce que je postais, ça t'a tout de suite plu. J'ai une première question pour toi. Tu t'appelles Constance Hamel. Et je voudrais savoir si Hamel, c'est ton nom de femme mariée ou c'est ton nom de jeune fille ? C'est mon nom de jeune fille que j'ai repris à partir du 31 janvier 2017. C'est assez récent. C'est assez récent. C'est le jour où mon divorce a été prononcé avec le père de mes enfants. C'est aussi le jour où mon fils a été opéré pendant sa maladie. Ah, tu m'avais dit 31 janvier. Ouais. Ouais, parce qu'on n'a pas dit que ton fils a eu un cancer. Il a eu un cancer foudroyant, dont il est guéri aujourd'hui. Je préfère commencer comme ça. Il faut le dire tout de suite. Ouais. Donc il est, d'ailleurs, dont il est le premier guéri en France et aussi au monde. Ah oui. Ce cancer-là ne se guérit pas habituellement. En fait, la manière avec laquelle ce cancer avait évolué, il avait, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai compris, il avait la forme de ce cancer qui habituellement est porté par des adultes et qui va se réparpiller un peu partout dans le corps. Donc, il avait muté au poumon quand il a été opéré en un mois de temps. Alors qu'il était étudiant à cette époque-là, c'est ouais. Ça, jeune étudiant. Exactement, il était en 2e année d'école de commerce et il avait le côté foudroyant de la jeunesse, en fait, de la maladie qui s'enflamme très rapidement. Donc, cette maladie s'est répandue vraiment très rapidement dans ses poumons. La chimiothérapie ne marchait pas. Et donc, il a fallu amputer sa jambe. Voilà. Et aujourd'hui, il va très bien. Et aujourd'hui, il pète le feu. Son loisir préféré, c'est de faire du vélo, de faire des grandes randos à vélo. Cet été, il nous a embarqués à monter des petits cols, on peut le dire. Et il vit pleinement. Comme Harold dans Dragon. Sans doute. C'est mes références de dessins animés et de films pour enfants. Sans doute. C'est un héros amputé d'une jambe. Ah bah, je te crois alors. Ah bah, il faudra que je regarde. C'est un peu mon héros parce que assez vite, après son amputation, d'abord, il a toujours gardé le sourire. Même dans les moments difficiles, il a gardé le sourire. J'ai tenu un journal tout au long de la maladie que j'appelle La Renaissance de Martin. Et en fait, il m'a donné des leçons de vie extraordinaires. De l'ordre de le jour où on lui annonce l'amputation et le chirurgien est pas très sympa avec moi quand je pose des questions. Et donc, je sors en faisant la gueule déjà parce que je suis triste que mon fils perde un membre. Et ensuite, parce que le chirurgien m'a mal parlé. Et puis, je vais voir Martin et je lui dis, mais écoute, il me demande d'arrêter de faire la gueule, d'abord. Et je dis, écoute, ce chirurgien, c'est un gros, etc. Et puis en le quittant, puisque j'avais un rendez-vous de boulot, mon dernier rendez-vous de boulot en entreprise, d'ailleurs, je vais le voir et je dis, écoute, je suis désolée, Martin, c'est pas sympa d'avoir cette posture-là. Et il me regarde droit dans les yeux et me dit, maman, c'est beaucoup plus facile pour moi que pour toi. Et rien que de te le dire, j'ai une émotion, quoi. Ouais. Tellement, je me suis dit, mais ce gosse, il est incroyable, quoi. Un gamin solide. Lumineux. Lumineux. Ouais. Il a réussi à embarquer, je pense qu'il a réussi à embarquer tous les soignants qui s'occupaient de lui, que ce soit de l'aide-soignante à l'aide ménagère, jusqu'au chirurgien, jusqu'à l'oncologue. Il a vraiment réussi à embarquer tout le monde et toute la communauté autour de nous, que j'ai fédérée, mais qu'il a embarqué parce que on avait envie d'être avec lui, quoi.
parce que son sourire et sa ténacité nous ont embarqués, tout simplement. Alors toi, à ce moment-là, tu bossais dans la mode, mais t'as tout arrêté au moment où ton fils est tombé malade et t'as changé d'abord pour t'occuper de lui, et ensuite ça t'a conduite à changer d'activité, changer de vie. Ça a été concomitant. C'est-à-dire que la veille de son opération, donc le 30 janvier 2017, une personne a pris soin de moi et m'a emmenée faire une séance d'énergie, de magnétisme. Et dans ce voyage, j'ai entendu des choses, de l'ordre, maintenant, d'abord tout ira bien. J'ai entendu tout ira bien, alors qu'on croit à l'énergie, qu'on croit à tout ça, peu importe, moi à ce moment-là, j'avais besoin d'entendre ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'ai entendu cette phrase « Occupe-toi du cœur des enfants ». Et je suis restée avec cette information en mode « Non mais moi, je vais pas faire l'école normale, j'ai pas du tout envie d'être institutrice ». Et puis, très vite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dessiné ce cœur à l'intérieur duquel j'ai écrit le souffle de vie et j'ai noté toutes les choses qui me paraissaient fondamentales pour que ce souffle de vie existe, à savoir la tribu. On existe parce qu'on appartient à une tribu, à savoir le sens. On existe aussi parce qu'on donne du sens à ce qu'on vit, en tout cas pas quand on est bébé, mais voilà. Par l'alimentation, par l'activité physique, par la spiritualité, par, alors, dans le cadre de la maladie, par la relation avec la médecine, par aussi les soins complémentaires qui vont s'intéresser à la personne plutôt qu'à son symptôme et à sa douleur. Et cet ensemble, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, je me suis dit c'est tout ce que je mettais en place quelque part pour mon fils à ce moment-là. Donc, ce qui était important pour moi, c'était qu'il soit en confiance avec le médecin qui allait prendre soin de lui. Au-delà de sa compétence réelle, c'était important qu'il puisse y avoir une alliance. Et après, j'ai lu des études qui disaient que plus il y a une alliance, plus le traitement, il y a une croyance que le traitement va marcher et ça favorise le résultat du traitement aussi. Donc, il faut y croire pour que ça marche. Bien sûr, le pouvoir de l'intention et d'y croire. Quand j'ai fait la formation de coaching de santé, donc il y a pas mal d'études qui existent aux États-Unis. Il y en a une qui explique que si le patient y croit seul et le médecin n'y croit pas, le taux de réussite du traitement, c'est 37%. Si le médecin y croit seul et que le patient n'y croit pas, le taux de réussite, c'est de l'ordre de 37% également. Mais si les deux y croient, le taux de réussite du traitement, c'est 80%. Donc, ton métier de coach en santé auprès des malades, c'est justement de t'assurer que cette relation fonctionne ? Entre autres, ouais. En fait, le coaching de santé se définit par, donc le coaching, c'est j'aide la personne que j'accompagne à aller là où elle a envie d'aller, donc vers son intention. En coaching professionnel, on va parler d'un objectif mesurable, quantifiable, avec une date d'aboutissement de cet objectif. En coaching de santé, on est plus dans l'ordre de la direction. Ce que je veux, c'est retrouver de l'équilibre. Ce que je veux, c'est retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Ça va être de vivre à la campagne, des choses comme ça. Et c'est souvent la maladie qui va amener le changement. Et quand il s'agit de prévention santé, c'est pour éviter la maladie, je vais prendre soin de moi. Donc, pour rester en santé, ça va être, je vais bouger plus, je vais respirer, je vais me centrer, je vais apprendre à dire ce qui est juste pour moi, de la bonne manière, au bon moment, avec la bonne personne, et etc., etc. Et effectivement, dans l'accompagnement de la maladie, à travers l'asso, donc j'ai créé, un des premiers temps de cet accompagnement, ça va être d'offrir un espace dans lequel la personne va pouvoir déposer son trop-plein. Trop-plein émotionnel lié à l'annonce d'une maladie, trop-plein de tout, du deuil de la vie d'avant, trop-plein d'un corps qui change, qui est faible, qui est fatigué. Ce trop-plein-là. Puis, ça va être de s'assurer que la personne est en confiance avec le médecin qui l'accompagne. Parce que ça, c'est très important. Pour l'aider à oser poser des questions, à oser, je vais pas dire challenger, mais quand même, ne pas recevoir tout cru ce que le médecin ou le monde médical va lui proposer, mais devenir actrice du traitement aussi. Et alors là, la difficulté, puisque tu parles de ton fils, c'est que probablement, étant donné qu'il est majeur, c'est qu'on s'adressait à lui et pas à sa maman. Alors, on bifurque très vite, mais ouais. Et alors, au départ, on s'adressait à la famille. Et à l'époque, on s'appelait Le Ferrand. Ouais. Donc, le père, le fils, la mère. Et éventuellement, les copains et les sœurs qui étaient là pendant les rendez-vous quand elles étaient là et quand les copains pouvaient être là, parce qu'on débarquait en tribu souvent. Et ça, c'était accepté? Ouais.
Alors, pas forcément pendant le rendez-vous, mais en tout cas, dans les salles d'attente, oui. D'accord. Typiquement, je me souviens que... Surtout qu'on était avant Covid. On était en 2016, décembre 2016, et typiquement, il m'appelle le 9 décembre pour m'expliquer qu'il a une tumeur. Moi, je m'étais fait opérer du genou 9 mois avant, donc j'ai appelé le chirurgien du genou en lui disant trouvez-moi le chirurgien du mollet rapidement, et qui m'a mis en lien avec un médecin avec un hôpital à Paris qui a vu Martin très rapidement c'est-à-dire, je l'ai su un vendredi soir à 18h. Le lundi, j'ai appelé ce fameux chirurgien qui m'a mis en lien avec le responsable du service orthopédique d'un hôpital parisien, et Martin a été vu le surlendemain. Donc ça a été très vite. Et là, le médecin qui voit Martin dit on fait une biopsie dans les 24 heures. Et au bout de 24 heures, il n'y a pas eu d'appel. Et donc là, le père de Martin dit écoutez, il m'appelle, il me dit tu vas pas être contente, mais on va quand même le faire. La maladie de Martin flambe, on va faire un sit-in à l'hôpital. Et donc on s'est pointé avec 2 copains de Martin, sa copine, son père et moi, les filles étaient à l'école. Et on est arrivé en disant, voilà, on nous avait dit qu'il fallait faire une biopsie dans les 24 heures, ça fait 48 heures, donc on repartira pas sans que la biopsie soit faite. Et on s'est installé à l'hôpital. Donc on les a un petit peu agacés, j'avoue, mais en même temps on a bien fait, parce que la biopsie était prévue pour le 31 janvier, donc 1 mois et demi plus tard. Ouais. Et en fait, 31 janvier, c'est la date à laquelle il a été amputé. Au final, et entre-temps, et donc, il serait mort, en fait, si on avait attendu le 31 janvier. Je pense que là-dessus, et j'ai une gratitude infinie envers le père de Martin à ce sujet, c'est que il a dit, en fait, il a pris les choses en main en mode, on peut pas attendre le système, quoi. Le rythme de l'hôpital. Qui, pour le coup, et ça arrive, s'est trompé. Et c'est là aussi que mon invitation dans le coaching est de dire, c'est votre histoire. C'est votre histoire. C'est à dire au coaché, ouais. C'est votre histoire, c'est votre corps, c'est vos cellules. Le monde médical fait ce qu'il peut. Évidemment, il y a des bugs dans le système, et il y en a aussi parce qu'il y a une charge de travail qui est incommensurable et de plus en plus importante, mais c'est votre santé. Et là, dans cette histoire, donc on s'est déplacé en tribu pour revenir sur ce qu'on disait, jusqu'au lendemain de son opération, où déjà je ne portais plus son nom, officiellement, juridiquement, je ne portais plus le même nom. Et t'as tout de suite choisi de reprendre ton nom de jeune fille. Ça a été dur, parce que c'était abandonné, pas tellement vis-à-vis de mon ex-mari, mais vis-à-vis de mes enfants, c'était dur. J'avais l'impression de plus être leur mère. C'est bête, hein, mais j'avais l'impression de plus porter le même nom qu'eux. Ça m'intéresse que tu racontes un peu ça. Comment t'as pris cette décision? Est-ce que c'était clair pour toi avant? Non, pas du tout. C'était pas clair pour moi. C'était déjà quand j'étais enceinte de Martin, donc Martin est mon aîné, je n'étais pas mariée. Et quand j'ai accouché d'un Le Ferrand, alors que j'étais une Amel, déjà je trouvais qu'il y avait un bug. Et je trouvais ça dommage, alors que c'est complètement administratif, mais quand même c'est important, le nom, les mots, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Il y avait déjà pas cette unité familiale. Et mes filles me disent « Oh, le mariage, c'est pas très important, etc. » Je dis « Non, vous avez raison, peut-être. Mais pour moi, entre-temps, ça l'est. Parce que pour moi, la construction du couple et la construction de la famille en tant que couple, avant d'avoir les enfants, pour moi, c'est la cellule familiale, c'est d'abord le couple, à l'intérieur duquel viendront ces enfants. Mais ce ne sont que des croyances qui m'appartiennent, hein, et je mets vraiment beaucoup de bémols par rapport à ça. Et a posteriori, j'ai regretté de ne pas avoir attendu qu'on forme une cellule familiale avant d'avoir mes enfants. Pourquoi? Vous êtes restés combien de temps ensemble avant que tu tombes enceinte? 3 ans, 2-3 ans. Mais c'est déjà beaucoup, non? Oui, non, mais c'est une question de nom, hein. On s'était pacsé, on s'était fait tout ça, mais a posteriori, oui. Ouais, je regrette. Je regrette d'autant plus que mon ex-mari, en tout cas avec moi, puisque aujourd'hui il n'est pas du tout comme ça avec son épouse, était beaucoup plus impliqué dans la relation avec ses enfants que dans la relation avec le couple. Le couple n'était pas sa priorité. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a conduit à la séparation et au divorce. Mais je lui disais régulièrement, tu sais, être un bon père, c'est génial. Et mes enfants ont de la chance de l'avoir comme père. Mais pour moi, la base de la paternité, c'est de prendre soin du couple et de la famille. C'est de prendre soin de cette tierce personne qui est à l'origine de notre famille et de nos enfants. Peut-être que je ne devais pas l'inspirer suffisamment pour qu'il le fasse, parce que j'ai l'impression qu'il le fait très bien aujourd'hui avec son épouse. Donc, mais voilà, c'est OK. Mon ego a pris cher, mais je suis passée au-dessus, ça va. Et t'es à nouveau en couple, toi, aujourd'hui? Oui. Ah, c'est difficile quand même, hein.
Ah bah le couple, c'est l'histoire d'une vie. Ouais. Mais Donc, t'as pas gardé le Ferrand à ce moment-là, c'était pas une option pour toi? bah, j'avais pas le choix parce que c'était juridique. Après, il faut tout le temps je crois qu'à Sécu, j'ai beau leur avoir dit 100 fois que je m'appelais pas Leferrand, je suis toujours Leferrand. Ça me fait toujours bizarre quand les médecins m'appellent Madame Leferrand parce que je suis plus du tout et je le vis plus du tout, surtout. Non, je reporte le nom de mon père que j'étais contente de quitter quand je me suis mariée et que je suis très contente de porter aujourd'hui. Parce que lui, pour le coup, a eu un cancer et je pense qu'avant sa maladie, on ne se connaissait pas. Pourtant, il avait 68 ans quand il est tombé malade et j'en avais 38. Mais on s'est vraiment rencontrés grâce au cancer. Et Tu as eu d'ailleurs, peur de le perdre à ce moment-là? pas du tout. C'est qu'en fait, j'ai commencé à prendre soin de lui. Enfin, si, oui, bien sûr. Je suis con. Bien sûr. Donc, t'as déjà appris à prendre soin des malades avant ce qui est arrivé à ton fils. Ouais. Et je pense que ça a été fondamental aussi. Et comme par hasard, c'était 2 hommes. Mon père, mon fils. L'un vers sa mort et l'autre vers sa vie. Vers une nouvelle vie, en tout cas. Et cet apprentissage de prendre soin de mon père, d'être là pour lui. Alors, ça tombait bien. On était séparés avec le père de mes enfants. Donc, le week-end où j'avais pas mes enfants, je montais dans le Nord, puisque mes parents sont originaires de Lille. Et j'allais voir ma mère et mon beau-père un soir. Et puis, je passais toute la journée avec mon père. Et je lui préparais à manger. Et je lui faisais des soins. Je lui massais les pieds, je lui massais la tête, je lui coupais les ongles, je lui faisais des piqûres parfois. Et en fait, c'est dans ces soins, un peu comme quand on est parent, on va créer un lien avec son bébé en lui changeant sa couche, en lui donnant le bain, on va le regarder dans les yeux, etc. Et en fait, c'est vraiment en faisant ces soins à mon père qu'on s'est rencontrés. Qu'il m'a dit des choses qu'il m'aurait jamais dites si on n'avait pas eu ces moments-là. De l'ordre... J'ai reçu la requête en divorce un 24 décembre à 8h du matin, en mode joyeux Noël. Et on a passé... donc sur ce jour-là, j'étais évidemment très en colère et très triste de la haine de mon ex-mari à ce moment-là envers moi. Et le 25, on l'a passé tous les deux avec mon père. On était allé au resto, il a lu la requête en divorce et il m'a soutenue. C'est bête, hein. Il m'a dit un mot très dur envers mon ex-mari. Et puis après, on s'est assis l'un en face de l'autre et j'ai commencé à lui donner un soin des pieds. Donc, lui couper les ongles, lui masser les pieds, le bas des jambes et tout. Et alors que je faisais ça, il me regarde et il me dit « C'est dur ce que tu vis, hein, Constance ?» Et je lui dis « Oui. » Et il me dit « Tu sais, on m'a toujours dit de pas pleurer. Dans ma famille et dans la famille de mon père, on répétait, pleure, tu pisseras moins, ou t'es vraiment qu'une fille, t'es qu'une pisseuse si tu pleures, quoi. Enfin, vraiment, avec beaucoup de respect pour les femmes. Hein. Ça appartient au nom Amel. Et on m'a toujours dit de pas pleurer. Pleure. Je te demande de pleurer. Et moi, j'ai tellement pas assez pleuré que je pleure tout le temps aujourd'hui. Et on s'est regardés tous les deux et on a pleuré ensemble. Comme si j'avais l'autorisation d'être une fille. Comme si j'avais l'autorisation d'être une femme, en fait. Comme si ma sensibilité était admise, enfin, dans le regard de mon père et de tous mes ancêtres masculins de cette lignée-là. Et on s'est fait des cadeaux, je me souviens, de quelques semaines avant sa mort. Donc là, je travaillais à l'époque pour un grand magasin parisien et je faisais l'aller-retour le soir, j'allais le voir, je lui apportais... Enfin, voilà, j'étais avec lui, j'avais envie d'être avec lui, j'avais besoin d'être avec lui. Et j'étais pleine de gratitude en fait pour ces moments qu'on passait ensemble et surtout j'arrivais avec mon énergie de vivante et lui il était dans son énergie de malade et il nous fallait peut-être 4, 5, 6 heures pour arriver au diapason l'un de l'autre. Autant de temps que ça? Ouais. Oui, parce que j'arrivais lentement, j'arrivais pas en mode speedo parisienne, mais en mode... déjà je me mettais un peu au diapason, mais le temps que je sois dans son énergie et que lui soit dans la mienne, il fallait vraiment du temps. Et à chaque fois, au bout de ce temps-là, il se passait quelque chose de magique. Et je me souviens vraiment d'une qui a été, pour moi, sacrée, merveilleuse. Et je lui dis, tu vois, papa, ce que j'aime chez toi, c'est ça, 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 ça. Et je remercie vraiment cette maladie parce qu'elle nous donne le temps d'apprendre à nous connaître et à nous aimer. Puis il me regarde et il me dit, et toi, tes qualités, c'est quoi, Constance ? Donc, je lui en donne quelques-unes. Et là, il me dit, il me coupe et il me dit, mais... Enfin, il me laisse finir et puis il me dit, mais il manque ça, 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 il manque ça. Et il cite toutes tes qualités à toi. Ouais. Et là, je le regarde dans les yeux, évidemment, avec les larmes aux yeux. Et je lui dis, papa, ce moment qu'on est en train de vivre, il est magnifique.
j'ai envie de te dire que si Dieu existe, il est là avec nous, là, maintenant. Et c'est plein de petits moments comme ça qu'on a passés ensemble avant sa mort, à tel point que le jour où il est décédé, un 24 décembre, pour changer, c'était OK pour moi. On était prêts. Enfin, en Et tout lui cas, aussi, moi, c'était OK pour lui? je pense qu'il avait choisi sa date. Mais alors là, oui, je pense que je savais. D'ailleurs, le 22 décembre, on avait un Noël dans la famille de ma mère. Et j'avais une robe noire et j'avais une petite valise. Et puis tout le monde me dit « Ah, mais sympa ta robe noire et tout ». Je dis « Oui, je l'ai prise pour Noël et pour l'enterrement de papa ». Et tout le monde m'a dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce qu'il va nous quitter le 24 décembre ». Et en fait, il est effectivement décédé le 24 décembre. Aussi, je crois, parce que le 24 décembre est décédé le père de ma mère, qui était un héros de la guerre, dont mon père était follement admiratif. Et je crois que c'était lié. Voilà. Et on a passé la journée avec lui, d'ailleurs, c'était un moment assez doux. On a passé la journée avec lui, puis on était allé prendre l'apéritif chez ma mère, c'était très joyeux. Et avec Martin, vers de 22h, on a dit on va retourner voir papa. Et quand on est arrivé, il était décédé. Ce que tu me racontes, ça fait écho à ma propre histoire avec mon père. Mon père est toujours vivant aujourd'hui. Il a 99 ans. Wow. Il vient de les fêter là en septembre. Il a une maladie de Parkinson qui fait que depuis déjà très longtemps, il est en très mauvais état. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, il est alité. Il souffre de plein de maux différents. Il voit plus parce qu'il a aussi une DMLA. Donc, il a besoin d'une garde 24/24. Ma mère est plus jeune que lui. Elle a 18 ans de moins. Il y a un grand écart d'âge entre mes parents. Malgré tout, au bout d'un moment, s'il a 99 ans, c'est que elle a 81 ans. Donc, elle est pas jeune non plus. Et de mon point de vue à moi, je trouve qu'il l'épuise à lui demander d'être toujours présent pour elle, toujours là, toujours lui demander. Et il a une force de vie qui fait qu'il est toujours là, qui est phénoménale. Il a connu, au mois de novembre dernier, moi j'ai vraiment pensé qu'il allait pas rester, une occlusion intestinale. Le médecin était assez pessimiste. Et il s'est remis. Il s'est rien passé depuis novembre dernier. Et donc il continue, il a cette force de vie. Et en même temps, il est pas suffisamment, à mon avis, dans le lien. C'est-à-dire, il me reproche de pas m'occuper de lui, mais moi, ce que je lui reproche, c'est de ne faire que parler de ses douleurs, de sa maladie, du fait qu'il va mal, qu'il n'est pas acceptable qu'on dise qu'il va moins mal aujourd'hui, parce que quand même, il va tellement mal que moins mal, c'est déjà très, très, très mal. Et il n'y a pas de discussion possible. Soit il parle du travail, et c'est ce qu'il fait tenir, donc il me pose des questions sur le travail. Soit il se plaint de douleur, soit il se plaint de maman qui s'occupe pas assez de lui, et qui pourtant ne fait que ça. Donc malheureusement, dans cette maladie, il n'y a pas la place pour le lien. Et je le vois continuer à vivre et me dire, mais 99 ans, mais comment il a fait? Là, c'est vraiment ce chiffre qui est juste à l'aube des 100 ans, que je trouve tellement signifiant, encore plus que 100 finalement, me fascine totalement. Donc j'adore écouter ton histoire et voir qu'il y a d'autres relations possibles entre un père et sa fille. Alors après, mon père avait une tendance à être victime aussi. Il a passé sa vie à être une victime de son père, de sa mère, qui l'aimait moins que ses frères, de ma mère, qui l'aimait pas, qui l'a trompé avec mon beau-père, de la vie, de sa deuxième épouse, qui d'ailleurs n'était pas son épouse, qui, quand il l'a rencontrée, avait une sclérose en plaques et ne lui a pas dit. Et comme lui, il était engagé, il ne l'a pas quitté. Donc il a accompagné cette femme pendant 28 ans avec la sclérose en plaques, ce qui ne l'a pas aidé à rester en bonne santé, parce qu'il est resté par amour aussi. Hein. Attention, j'étais pas dans leur lien, mais il y a quand même eu le poids de la maladie qui a été très fort entre eux. Et quand il a été malade, il avait tendance à dire qu'il annulait toutes les fêtes de famille, qu'il venait pas, etc. Et je suis rentrée dedans aussi. Hein. Et je lui ai dit, papa, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Tu fais des choix. Tu pourrais tout à fait te déplacer avec une poche. Il avait un cancer du côlon au rectum. Je dis, tu pourrais te déplacer avec une poche. Oui, c'est pas agréable, mais t'es pas le premier, t'es pas le seul et tu seras pas le dernier. Par contre, tu fais le choix de t'isoler, tu fais le choix de ne pas venir. On a une fête de famille, t'es le bienvenu, mais tu ne veux pas venir. Dis-le clairement. Assume. Et t'es pas une victime de ce qui t'arrive. Et il a entendu quand tu lui as dit ça? Oui, il l'a entendu. De la même manière que pour sa dernière chimio, 6 mois avant de mourir, les dégâts de la chimio, c'était terrible, quoi. Enfin, c'était vraiment terrible. Et il se plaignait. Il avait une poche et qu'il avait des nausées, des diarrhées, etc. Enfin bon, je te passe les détails. Et donc, il se gérait tout seul. Il n'avait pas quelqu'un chez lui à domicile. Il voulait pas non plus. Et un jour, je lui ai dit, papa, pourquoi est-ce que tu prends un chimio? T'es en train de perdre des mois de vie pour t'en rajouter combien?
Enfin, tu vois, je l'incitais pas à mourir, hein, bien au contraire. Mais je disais, mais c'est quoi le sens, en fait? Est-ce que les médecins savaient qu'ils allaient pas le guérir? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup bu, qui a beaucoup fumé, qui était très sédentaire, qui lisait beaucoup, mais qui n'avait pas des comportements qui soutenaient la santé, ni des pensées qui soutenaient la santé. Donc, je lui suis pas mal rentrée dedans, et je pense que mon frère l'a fait aussi. C'est bien que tu me racontes cette partie-là aussi, ça me rassure. Ouais, bah oui. Et à un moment, on a le choix d'être une victime de ce qu'on vit, et on a le choix d'être acteur de ce qu'on vit aussi. Alors, il se plaignait, mais c'est le malade, avec Martin, c'est les malades les plus sympas que je connaisse, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient très heureux de recevoir. Mon père n'avait jamais reçu de soins ou d'attention ou de douceur féminine, je pense. Et il avait une amie qui passait le voir tous les jours, qui lui massait les pieds. Et en la voyant, je me suis dit, bah merde, si elle le touche, moi aussi, je peux le toucher. Ouais. C'est venu comme ça. Un jour, c'est à l'hôpital que j'ai vu cette femme qui lui prenait les pieds, qui lui tordait dans tous les sens pour lui amener de l'énergie dans les pieds. Je dis, mais pourquoi je fais pas ça, moi? Qui est cette femme qui touche mon père? Et en fait, c'était juste la femme d'un de ses meilleurs amis qui venait prendre soin de lui. Et je pense qu'il a découvert le soin, la douceur à ce moment-là aussi, grâce à la maladie. Bah, c'était génial. Je pensais pas qu'on irait dans cette direction-là, et moi j'adore. J'aimerais beaucoup que tu me parles de toi. Aujourd'hui, tu as 52 ans. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes choix de vie, puisque tu m'as dit que tu as à la fois changé de nom, quitté ton job, reconstruit une nouvelle vie, tout ça au même moment. Aujourd'hui, tu as 52 ans. Je sais pas du tout si tu te considères comme ménopausée ou non. Comment est-ce que tout ça s'est fait? Qu'est-ce que tu as lâché? Qu'est-ce que tu as gardé de ta vie à ce moment-là? Alors, effectivement, j'ai changé de vie pour faire quelque chose qui me semblait plus... pour aller rallumer le cœur des enfants en chacune des personnes que j'accompagne, qu'elles soient adultes ou pas, d'ailleurs. Enfin, surtout adultes, on peut le dire, à travers donc le coaching professionnel, le coaching de santé et l'hypnose. Et d'ailleurs, j'adore citer une phrase. Je fais une aparté parce que c'est vraiment celle qui me guide au quotidien. C'est une phrase d'Etty Hillesum qui dit « Et devenir la personne qui est déjà en vous, mais qui cherche son plein épanouissement ». Et cette phrase, rien que de la dire, elle me fait vibrer. Et donc, j'aime bien cette idée qu'on arrive sur Terre un peu vierge de notre culture quand même, comme si on était comme un oisillon qui sort du nid, en éveil, en écoute, dans la joie de l'enfant qui découvre le monde, et que petit à petit, notre histoire, notre culture, les événements vont nous un petit peu ratatiner notre joie d'enfant, ratatiner notre spontanéité, ratatiner notre espièglerie. Et mon job, c'est de réveiller tout ça. et de remettre de l'énergie dans tout ça, et de pactiser, en fait, d'inviter cette joie profonde qu'on a en nous. Et je crois que la joie contribue à la santé à travers le sens, à travers plein de choses, avec le quotidien et la culture dans laquelle on évolue. Voilà, donc ça, c'est mon job aujourd'hui, et j'aime bien le voir comme ça. Donc mon job, chaque matin, c'est de me lever et d'aller semer des paillettes de santé, de joie, d'authenticité, d'espièglerie dans le monde. J'aimerais bien être une fée. Ça donne la pêche, ça. Ouais, j'aimerais bien être une fée, une vraie fée, et aller distribuer de la poudre de paillettes. D'ailleurs, de plus en plus, je crée des ateliers créer de la magie dans sa vie parce que j'adore. Et ça marche parce que quand on se coupe de nos ruminations, quand on se coupe quand on en prend conscience déjà, quand on observe nos pensées, nos ruminations, etc., bah déjà, l'avenir est plus clair, quoi. Alors ici, c'est la fin des règles. Je voudrais savoir quelles sont les règles que tu ne veux pas passer à tes 2 filles. Tu as 2 filles qui ont la vingtaine aujourd'hui. Quelles sont les règles que tu ne veux pas leur passer? Et celle que je passe à mon fils. Ouais. Ce que j'ai envie de leur passer, c'est ce que j'ai entendu en formation du yoga. Quand je me suis formée au yoga, j'ai vraiment eu un déclic. Et c'est valable pour Martin, c'est quand vous avez vos règles, vous ralentissez, vous vous arrêtez et vous vous laissez faire. Vous recevez. Vous laissez les autres prendre soin de vous. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, vous êtes cycliques, les filles. Je vous informe que vous êtes cycliques. On nous a fait croire qu'on était des hommes comme tout le monde en entreprise, que les règles ça comptait pas, que les humeurs ne comptaient pas, qu'on était hystériques si on était de mauvaise humeur. Mais non, c'est normal.
mes chéris. Donc ça, c'est vraiment important d'accueillir cette période de lune descendante et de préparation aux règles. C'est l'automne, c'est un temps où il y a du vent, où on trie, on nettoie, on prépare le grand nettoyage. Alors quand tu dis c'est l'automne, c'est une expression qu'on utilise pour parler des règles, qu'on relie aux saisons. C'est pas parce que c'est l'automne en ce moment que tu dis ça, c'est vraiment par rapport au Oui, parce que les saisons sont reliées au cycle de la femme, qui sont reliées au cadran de la lune, qui sont reliées... tout est cyclique dans la vie. Et la femme incarne ce cycle aussi. L'homme aussi est cyclique, mais il n'a pas ce cycle menstruel. Et donc... de prendre le temps d'observer chacun des cycles et de leur expliquer aussi que plus elles prendront soin d'elles et plus elles vont se reposer dans ce temps de règles et plus elles vont accueillir et accepter qu'on prenne soin d'elles, plus elles auront d'énergie après et plus elles pourront rayonner dans le monde, comme le printemps, comme l'été. J'aime bien dire, si vous vous reposez suffisamment, vous aurez cette énergie de classer, de ranger, de trier, d'organiser, de créer, etc. dans la première partie de votre cycle pour rayonner au moment de l'ovulation. Et c'est le plein été. On rayonne, on dégage de la lumière. D'ailleurs, quand je leur dis au travail, c'est un temps pour prendre la parole en public, pour faire des présentations, pour aller voir du monde, pour faire du commercial. Et puis après... peut-être pour faire du back-office, voire ne rien faire du tout pendant le temps des règles. Donc ça, c'est la première chose que je dis. Et je dis à Martin, et je lui envoie régulièrement des vidéos. Là, récemment, je leur ai envoyé une vidéo sur Insta d'un homme qui est complètement au service de sa copine quand elle a ses règles. Donc, il lui amène le petit déjeuner au lit, qui lui installe le film Netflix, qui lui ramène un bouquet de fleurs. Toutes les caricatures qu'on peut faire de je prends soin de toi, ma chérie. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, je te disais tout à l'heure, c'est tout ce qui rentre dans votre corps doit être éliminé en 24 heures. Et ça, c'est la base de la santé. Donc, allez à la selle tous les jours. Allez à la selle tous les matins. Commencez votre journée par vous nettoyer. Et par éliminer, évacuer, c'est plus joli. Et donc ça, il y en a une qui est étudiante en médecine et je lui dis, tu peux faire médecine, tu peux faire tout ça, mais la première chose à dire à tes patients et la première chose à faire pour toi, c'est d'éliminer. Ça, c'est très important. Et si tu n'élimines pas, tu mets tout en œuvre pour éliminer. Tu manges des légumes. Tu manges des légumes, tu prends des graines de chia, tu prends du psyllium blond, tu bois de l'eau, tu bouges, tu fais ce que tu veux, mais tu élimines. Les femmes, elles sont naturellement plus constipées puisque le côlon colle à l'utérus et les ovaires. Et donc, c'est important d'éliminer, d'autant plus important d'éliminer. Alors, qu'est-ce que tu as reçu de ta maman où tu te dis non mais ça, c'est l'ancien temps, ça, il faut plus que mes filles fassent comme ça? Le silence. Le silence. La négation de ma féminité. Premier jour où je me suis maquillée, je me suis fait traiter de fille des rues. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. En plus, elle avait 2 parfumeries, donc faut pas aller qu'elle écoute. Parce qu'elle aime pas ce que je commence à écrire sur un peu à droite à gauche. Alors, parce qu'elle avait un institut de beauté, j'avais le droit d'aller faire des teintures de cils pour ne pas me maquiller, j'avais le droit d'être épilée, j'avais le droit dans son institut de beauté, mais me maquiller... Il y avait un tabou là-dessus, sur le maquillage. T'es une fille des rues, t'es une pute, voilà quoi, c'était... Je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre de « sois pas une fille, ma fille », quoi. C'était pas la même chose alors. Ouais, elle nous donnait ses vieux soutiens-gorge, elle nous donnait ces trucs, tu vois, il y a pas plutôt que d'aller en acheter des neufs, ouais. Toi, et en faire un moment de célébration, ouais. Ouais, il y a pas eu ça. Le jour où j'ai eu mes premières règles, je me souviens, j'étais à l'école et j'avais un pantalon blanc et j'allais à vélo chez mon orthodontiste. Donc autant dire que j'étais pas très sereine et je me suis vécue comme quelque chose de sale. Et c'est resté dans les seuls mots que j'ai en mémoire de ma mère par rapport à ça, c'est quelque chose de sale. Il y en a une de vous qui a ses règles, ça sent le sang. Entre ma sœur et moi. Il y avait quelque chose de dégueu. Et du coup, alors, je sais pas si c'est générationnel ou pas, mais moi, j'ai tout fait pour ne pas les avoir. C'est-à-dire que dès que j'ai pu avoir un stérilet qui m'empêchait de les avoir, j'étais très contente. Et j'ai une frustration aujourd'hui, maintenant que je sais tout ça. Ouais. Je rêverais d'avoir mes règles, d'avoir des cups, de verser mon sang dans la terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini, t'es ménopausée. Ouais, je suis ménopausée. Depuis combien de temps? Je crois depuis 2 ans. Ouais, depuis 2 ans. Facilement depuis 2 ans. Mais tu avais tes règles à la fin ou tu étais... Non, j'étais sous stérilet. Ah ouais, j'ai vraiment? Pas senti, j'ai rien senti. J'ai rien senti. Je ne sais pas, je l'ai su par la prise de sang que j'étais ménopausée. Et je crois que... Parce qu'en fait...
un an avant, comme je suis suivie en oncogénétique suite à la maladie de Martin, donc je vais régulièrement faire des bilans sanguins. Et puis j'étais opérée du côlon. On m'a enlevé une grosse partie du côlon. J'avais un dolicho-méga-côlon. Je connais pas ce mot-là. C'est un gros côlon. D'accord. Qui, à mon avis, a accumulé beaucoup de constipation. Voilà. Donc c'est un sujet pour moi. J'en fais un fer de lance. Ouais. Le flow, la fluidité, l'énergie qui rentre, l'énergie qui circule, c'est devenu vraiment un combat pour moi. Enfin, un combat. Entendons-nous, hein, je fais pas des pancartes non plus, ni des 4x3, mais enfin là, je le dis quand même. Ouais. Comme je suis suivie en gastro et en gynéco, donc parce que le syndrome de Lynch favorise le cancer du côlon, de l'utérus et des ovaires. Donc voilà, on y est, on est sur le sujet. Et donc, la demande de Gustave Roussy, c'était en prévention de m'enlever les ovaires et l'utérus. Donc ça fait 5 ans que j'ai résisté. Ah, tu l'as pas fait? Pas encore. Mais là, ça y est, je crois que je commence à être prête. Tu vas accepter de le faire pour te protéger? En fait, j'ai vécu pas mal d'alertes médicales dans mon entourage proche récemment, le mien et celui de mon compagnon. Et j'ai un petit ras-le-bol de cette énergie de pas savoir, de cette énergie des examens que je continuerai à faire à vie, hein, bien sûr, mais ouais, je pense que c'est une façon de me libérer aussi. À présent que je suis ménopausée, pourquoi garder l'utérus et les ovaires s'ils sont un risque et qu'ils apportent pas de règles et de cycles, etc. Exactement. Et alors, jusqu'à présent, j'avais résisté en mode ça reste encore une amputation. Oui, c'est un sujet dont j'ai parlé avec Catherine, l'épisode 3. D'accord. Elle voulait absolument pas qu'on lui retire quoi que ce soit de son corps. Donc alors on m'a déjà amputé une partie du côlon puisque il était trop long et à la coloscopie on pouvait pas y accéder. Et tout le travail que j'ai fait d'ailleurs en préparation de cette opération, c'est tout ce qu'on propose aujourd'hui dans l'association. J'en ai fait un peu plus quand même, mais j'ai fini par faire un deal avec le chirurgien en disant ok, je vais me faire opérer, mais je veux que vous me prescriviez un scanner quelques jours avant l'opération. Et si il y a plus de cellules suspectes, on n'opère pas. Mais à l'inverse, s'il en reste une, c'est que c'est mon chemin de vie et j'irai à l'opération. Et donc pendant 1 mois, j'ai fait tout ce que je préconise aux gens qu'on accompagne, c'est-à-dire je méditais 3 fois par jour avec des visualisations de guérison de mon corps, toutes des paillettes lumineuses qui venaient du ciel, qui venaient nettoyer, purifier toutes mes cellules. J'allais faire de l'acupuncture pour aller recharger mes batteries et en fait, mes surrénales étaient épuisées suite à la maladie de Martin. C'était 2 ans après, 1 an et demi après. Et qu'est-ce que c'est les surrénales? Les glandes surrénales, c'est les glandes qui sont au-dessus des reins. Et ça s'épuise. Ça s'épuise en fait avec la vie qu'on mène. D'accord. Si on respire pas, si on est trop actif, si on est trop stressé, tout ça. J'ai réchauffé mon corps aussi, qui était très froid. Donc ça, c'est très médecine chinoise. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais on me disait mets des bouillottes, bois de l'eau chaude, réchauffe ton corps, remets de l'énergie, ravive la flamme qui est à l'intérieur de toi. Donc ça, c'était voilà. Et puis, je buvais énormément de jus de légumes pour nourrir mes cellules de minéraux et de tout ça. J'ai fait énormément d'hypnose, de PNL et des constellations familiales. Tout ce à quoi je me suis formée finalement, parce que ce sont les 2 choses qu'ont faites Martin quand il était malade et qui, à mon avis, ont impacté très positivement ses croyances, le sens de sa vie, etc. Et donc contribué à sa guérison. Donc j'ai fait ça. Effectivement, 1 semaine avant l'opération, au scanner, il n'y avait plus qu'un nodule sur les 2. Donc j'ai dit, c'est mon chemin de vie d'y aller. Mais déjà, j'ai fait la moitié du chemin. Mais déjà, j'ai fait la moitié du chemin et j'ai énormément travaillé le côlon en yoga et selon les chakras, on dit qu'il est relié au chakra racine. Le chakra racine, c'est la sécurité, c'est l'argent, c'est la maison, c'est la relation à la mère. Et il y a un petit sujet. J'avais même un gros sujet. Aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport à ce sujet, parce que j'ai quand même fait 30 ans de thérapie pour apprendre à aimer ma mère et à l'accepter comme elle est, sans vouloir la changer et sans vouloir changer le lien qu'elle était prête à me donner. Et aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Oui. Complètement en paix. Je ne l'étais pas encore complètement au moment de l'opération, mais il a fallu encore du travail. Et là, aujourd'hui, je suis complètement en paix avec elle. Elle le sait ? Je pense qu'elle le sent parce que j'ai du plaisir à aller la voir quand je veux, à rester avec elle autant que je veux, et pas trop donner, parce que si je donne trop, c'est l'ouverture à recevoir des flèches. Donc c'est une relation qui se dose.
Mais j'ai beaucoup de tendresse et j'ai beaucoup de tendresse. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, beaucoup d'empathie, voire même de compassion. Et je sais que cette colère et cette peur des enfants qu'elle nous a transmise, particulièrement aux filles, donc ma sœur et moi, ne vient pas d'elle. Elle vient de sa mère, qui ne vient pas d'elle non plus, qui vient plutôt de sa grand-mère. Et ça, c'est ce que j'ai exploré en constellation familiale. Et ça, on aura beau lutter... Enfin, si, je crois que le travail que j'ai fait ne se répercutera pas sur mes filles. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, en fait. Non, de toute façon, moi, le but de ma vie, c'était d'être mère. Alors que le but de la vie de ma mère, c'était de tout sauf d'être mère. Donc moi, mon intention, je me souviens qu'à 20 ans, je disais, moi, je veux 5, 6, 7 enfants, je veux des grandes tablées de la joie, je veux que ça bouge, qu'on danse, qu'il y ait du fun, et qu'il y ait de l'amour, que ça respire l'amour dans ma vie. Et transgénérationnel, et c'est vrai que on a toujours fait, j'ai toujours fait des soirées transgénérationnelles où mes enfants invitaient leurs enfants, leurs amis, où mes amis invitaient leurs enfants, et voilà, il y a toujours eu, et j'invitais mes parents, et voilà, parce que j'aime bien cette énergie qui circule dans la joie. Le repas de famille, c'est pas que chiant, quoi. Non, pas du tout. Bah oui, voilà. Nous, c'était très générateur de conflits. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, à Noël, j'avais qu'une envie, c'était d'aller au resto du cœur, quoi. Pas rester chez moi tellement il y avait de colère qui sortait. Et donc, il n'y avait pas le plaisir d'accueillir, il n'y avait pas le plaisir de recevoir. Et moi, j'avais, au contraire, cette joie de recevoir, ce plaisir d'accueillir. Et très vite, mais très tôt, j'avais envie d'enfant. Et j'avais envie de transmettre ça. Et un jour, je lui dis ça. Et elle me dit, non, ma fille, travaille pour pouvoir divorcer. Je dis, donc ça, c'est fait. Tes filles aussi, elles sont élevées dans cet amour des enfants, elles vont... Et d'être en tribu, tout ça? Je pense que mon fils a ça. Les 2 filles ont beaucoup souffert de la maladie de Martin. Elles se sentent vraiment... elles nous reprochent de ne pas avoir autant eu d'espace que Martin à ce moment-là. Évidemment, il ne pouvait pas en avoir autant parce qu'il prenait toute la place. Ouais. Mais pour elles, ça a été une souffrance. Une souffrance qu'il faut reconnaître, mais ça n'aurait pas pu se passer autrement. Je sais pas. On va pas refaire l'histoire de toute façon. On peut juste réparer aujourd'hui et leur donner toute l'attention dont elles ont besoin. Et je m'y emploie. Surtout que j'ai lu un livre sur la place des femmes. Et du coup, j'essaie vraiment de compenser aujourd'hui. C'est quoi ce livre? Le livre de Titu Lecoq, Les grandes oubliées de l'histoire, comment l'histoire a effacé les femmes. Oui. Qui m'a profondément marquée. Et après, L'argent et le couple. Ouais, du coup, tu as enchaîné. Mais moi, je suis une fan absolue de Titu Lecoq. Et je trouve que c'est pas un livre contre les hommes, c'est vraiment un livre pour les femmes. Et c'est une claque. Pour moi, c'était une prise de conscience énorme. Rien que le fait qu'elles disent, on donne de l'argent aux garçons pour qu'ils gèrent, ils apprennent à gérer leur budget, et aux femmes, on fait des cadeaux. Aux filles, on fait des cadeaux. Rien que ça a bouleversé mon fonctionnement avec mes filles. T'as senti une différence dans la façon dont tu les élevais, malgré toi, ou pas? Moi, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à lire des choses qui me sont tombées sous la main par hasard sur la différence dans l'alimentation. Aux hommes, aux petits garçons, on fait manger de la viande, et aux filles, on dit de goûter à tout, d'être plus éclectique dans leur choix alimentaire. Donc j'avais 16 ans, j'avais pas d'enfants, c'était pas du tout ça. Et du coup, après, quand j'ai eu des enfants, je me souvenais de ça, malgré moi, j'allais donner plus de bœuf à mon fils, et j'allais dire à ma fille, goûte de tout, essaye ça, mange des légumes. Et j'ai découvert que je pouvais pas vraiment lutter contre ces stéréotypes, même en les ayant décryptés avant. Alors, chez nous, c'était un petit peu différent, c'était surtout finis ton assiette. Non, ça se jouait pas tellement sur l'alimentation. Et dans d'autres domaines, alors? Nous, les filles, fallait qu'on trouve un mari, Il fallait qu'on fasse une école de commerce. Alors, pour mon père, il fallait qu'on trouve un mari. Pour ma mère, il fallait qu'on soit autonome. Bon, ils n'étaient pas divorcés par hasard. Il fallait qu'on se taise, il fallait qu'on soit discrète, il fallait qu'on soit maigre. Une bonne bourgeoise, elle contient son corps. D'ailleurs, j'ai toujours été ronde aussi, à mon avis, pour lutter contre ça. Moi, j'étais l'empire de la vulgarité, l'adolescence en rébellion totale. Je passais ma vie à faire des fuck, à dire pute et compagnie, parce que j'étais enragée contre ce milieu-là. Et quand je suis partie faire mes études à Marseille et à Londres, c'était la liberté, quoi. Je suis sortie de ça. Et sinon, c'était très conflictuel. J'ai vécu dans le conflit tout le temps. Toi, tu disais tout à l'heure, t'as été ronde toute ta vie, aujourd'hui t'as rien de rond, t'es magnifique dans ton corps. Comment est-ce que tu envisages l'avenir? Alors, bientôt, tu vas accepter de te défaire de ton utérus et de tes ovaires, parce que tu sais que c'est bon pour ta santé. Comment tu vois les années à venir? Comment tu envisages ton corps?
C'est quoi ta relation à ton corps? T'es en paix? Alors, pour te dire, pour l'avenir, moi, je me vois comme une petite mamie vieille, bien ridée, bien maquillée, souriante, souple, et que plus je vais vieillir, plus je vais être souple, parce que je me suis mise au yoga il y a que 3 ans, pour compenser les effets de l'âge aussi. Tu sens que tu gagnes en souplesse? Ah bah oui, mais moi j'ai toujours été raide comme un piquet. Je faisais de la danse classique et prof, elle me dit, ce serait mieux si t'arrêtais. Donc va plutôt faire du foot. Ça rassure quand tu dis ça. Ça renforce ta féminité, ta croyance. On me disait, oui, non, mais toi t'es lourde comme un éléphant. Ok. Donc ça, tu sens que tu vas pouvoir développer quelque chose dans le féminin à ce moment-là. Donc je suis allée faire des sports plutôt masculins. Donc je me vois vieillir souple, agile, joyeuse, libérée de tous mes traumas, sage. Et je me vois, c'est mon intention, c'est mon but de vieillir vieille avec plein d'enfants, plein de petits-enfants, plein d'arrière-petits-enfants, plein de copains, et de danser jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans, avec ta tribu. Avec ma tribu, des copains, les enfants de mes copains, enfin bon là, on verra. Et puis je crois aussi que la tribu, elle change avec le temps, que les amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément les amis de demain, et que les amis de demain, je les connais peut-être pas encore, et advienne que pourra. Mais en tout cas, j'ai envie de créer ça pour ma vie, ouais. Une espèce d'effervescence, de joie, de paillettes, de fun, voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire pour conclure? J'ai adoré. Moi, ça m'a beaucoup touché ce que tu as raconté sur ton papa, sur la relation que tu as et sur, en général, la relation que tu arrives à créer avec les gens et l'importance qu'elle a dans ta vie et la facilité avec laquelle tu crées du lien, on dirait, autour de toi et tu l'entretiens et tu le fais vivre dans cette joie permanente que tu arrives à maintenir autour de toi. Enfin, ça se voit quand tu parles. Rien que le ton de ta voix est tellement posé, on se sent bien, on entend les mots couler. Non, mais c'est vrai, je te décris l'effet que tu produis sur les autres. Bah merci, parce que moi j'ai parfois l'impression d'avoir accumulé tellement de galères, d'un mariage qui marchait pas et d'en avoir tellement parlé, d'avoir emmerdé les autres avec mes histoires personnelles, de ma relation avec ma mère, avec mon père, etc. J'ai vraiment l'impression d'avoir cumulé du négatif, mais je crois que c'est bon là, j'ai eu ma dose et j'ai envie de passer au positif et aujourd'hui je me sens effectivement beaucoup mieux grâce à tout ça. Et maintenant, il faut changer. Mais je suis pas sûre d'avoir rayonné autant dans le monde et autour de moi en tout cas, pas ces 15 dernières années, ça c'est sûr. Peut-être un peu plus maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir, Aude. Merci de ton accueil. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram, et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite.